À la suite d'un week-end riche d'activités et d'événements culturels qui annonce d'ailleurs une semaine tout aussi bien chargée, nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Loft. Vous regardez BFA. Merci pour votre fidélité encore renouvelée. J'espère que tout le monde se porte bien et que cette semaine démarre de la meilleure des manières possibles. On vous souhaite de passer une semaine belle et fructueuse comme vous l'avez imaginé et comme vous l'espérez. Merci beaucoup de nous choisir. Lundi, vous le savez, on se retrouve, on a un sujet, on discute, on apprend, on échange et on reçoit un invité avec qui on va faire un petit peu le tour de son parcours et avec sa permission de sa vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous la jeune, belle et talentueuse Audrey Corsaga qui arrive fraîchement d'où? De Montréal. Elle nous le dira. Elle nous le dira. En tout cas, c'était un plaisir de l'avoir sur ce plateau. Comment ça va, Audrey? Ça va bien, merci. C'est un plaisir pour moi d'être là aussi. Bon retour au pays. Merci. Alors, Audrey, finalement, réside où? On dira à Montréal, toujours, mais plus pour très longtemps. Ah, oui. Ok. Donc, à Montréal, qu'est-ce que tu fais? À Montréal, déjà, je suis allée pour étudier. Donc, j'ai fini d'étudier et là, je travaille dans un laboratoire. D'accord. Oui. Ok, donc en fait, entre tes fioles, tes tubes à essai, tu as le temps pour écrire un petit texte. C'est ça. Comment tu t'organises pour ça? On a souvent l'impression que c'est deux mondes très clairement séparés, différents. C'est vraiment deux mondes opposés, oui. Parce que la science, c'est assez cartésien, c'est assez exact. Tandis que la musique, c'est un peu aléatoire. D'accord. Et parfois, c'est pas évident de passer d'un monde à l'autre. Mais avec le temps, on s'y fait. D'accord. On essaie de ne pas devenir fou. On espère que tu ne deviendras pas. Quoique, souvent, il paraît que l'art s'accompagne d'un petit grain de folie. Oui, oui, tout à fait. Donc, sans quitter les limites de ce qui est gérable. C'est ça. Voilà. Mais Audrey a quand même baigné dans l'univers de la musique depuis, on va dire, depuis sa naissance. Et aujourd'hui, tu es artiste. Est-ce qu'à un moment donné, quand tu étais enfant, tu t'étais projeté en te disant plus tard, je vais faire ça? Oui et non à la fois. Comment ça? Parce que c'était quelque chose d'assez évident chez moi. C'était présent, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup faire. Je commençais d'abord par la danse. Donc c'était ça mon premier amour. Donc les activités parascolaires à l'école et des nichos, tout ça, on a fait ça voilà, pendant les 10 premières années de ma vie. Et j'ai même figuré dans des clips aussi, je dansais avec Madson Junior et tout. C'est ça, toute petite haute comme frappe. Donc c'est ça, c'était, je vais dire que je ne me posais pas la question. Pour moi, c'est quelque chose qui était dans ma vie et j'allais faire ça jusqu'à oh là là. Mais après, l'adolescence qui vient, il y a le manque de confiance qui vient et tu commences à te comparer, tu commences à ne pas t'apprécier et tout et ça fait que tu te renfermes. Donc j'avais un peu laissé tout ça de côté et c'est après, à l'université, que ça m'a rattrapée. D'accord. Et il a fallu que je pèse le pour et le contre pendant quand même des années avant de finalement me décider à me lancer. Tu as quand même fait un bac C. Oui, j'ai fait un bac C. Pourquoi tu as choisi un bac C si tu étais attirée par les arts et la musique? Disons que c'est sous les conseils des parents. Ok. De base, moi, les maths, c'était pas... J'aimais pas ça, mais je travaillais parce que, bon, de un, je voulais que les parents soient fiers et de deux... quand tu travailles bien, on te récompense aussi, donc ça allait de soi. Donc, ils sont contents, ils te font des cadeaux, bah travaille, c'est tout. Donc je me contentais de bien bosser, quoi. Et puis bon, on m'a orienté, vu mes notes, on m'a orienté en C. Et là, moi, je me suis dit, j'allais pas. Mais mon père a dit non, à l'international, ça va t'ouvrir les portes pour accéder à certaines universités. Donc vas-y, tu as les capacités, tout ça. Mais j'ai perdu des cheveux pendant cette année de terminale C, là. Il paraît que la terminale C, c'est la terminale C. Oui. D'accord. Mais quand même, tu continues dans cette voie scientifique Je continue, oui, toujours sous le conseil des parents parce que j'ai eu mon bac, j'avais 16 ans. Donc, à 16 ans, dans le monde où on est aujourd'hui, tu ne sais pas forcément ce que tu veux. Donc, c'est toujours en suivant leurs conseils, en me disant c'est les parents, ils savent ce qu'il y a de mieux pour moi. Donc, à la base, j'allais pour faire médecine. Mais on s'est rendu compte que la médecine était difficile pour ceux qui ne sont pas résidents au Canada. Donc, bon, on s'est orienté vers autre chose, la biochimie. Mais chemin faisant, je me suis rendu compte que c'était toujours pas ça que je voulais faire de toute ma vie. Donc finalement, la musique s'impose d'elle-même. Ok.
Donc, tu as quand même ton diplôme, tu as ta compétence, Oui. d'ailleurs que tu utilises en ce moment puisque tu travailles dans un laboratoire. Oui. Et à quel moment, finalement, la musique reprend ses droits? La musique reprend ses droits petit à petit. Parce qu'après avoir eu le diplôme, j'avais commencé à faire des chœurs Ouais. avec un orchestre camerounais à Montréal. Mhm. Donc on a accompagné plusieurs artistes. Et vu que je commençais à me faire un nom dans le milieu, même les Burkinabés aussi qui venaient, j'ai accompagné des Altinos, j'ai accompagné Greg, Ok. Dico Fils, non. Dico Parce que, Fils. Non, non, pas. non, j'ai pas D'accord. pu. Donc voilà, petit à petit, ça revenait, ça revenait, ça revenait. Et j'avais envie, mais la confiance n'était toujours pas là. Ouais. Et ça a été un parcours, ça a été un parcours, ça a été un parcours. Plein de choses qui sont arrivées qui te font te rendre compte en fait que c'est ça que tu dois faire. Ouais. Donc, Et à quel moment, finalement, tu as... Parce qu'en fait, c'est assez surprenant d'entendre une jeune fille comme toi, qui est quand même assez talentueuse, qui réussit bien ses études, dire qu'elle n'a pas confiance en elle. D'où ça vient quand même ce doute-là? j'avoue que je me suis toujours posé la question. Parce qu'étant plus jeune, bon, je ne sais pas si c'est pour tous les enfants, qu'on ne se soucie pas du regard de l'autre et tout. Ouais. Parce que je me sentais toujours à l'aise sur la scène, devant les caméras, ça n'a jamais été un problème pour moi. Mais c'est vraiment à l'arrivée au collège où je pense que j'ai commencé à me comparer avec les autres jeunes filles. Parce que j'arrive en 6e à 10 ans. Et bon, là, je ne suis pas très grande, mais à l'époque, j'étais encore plus petite. Donc, on se demande, mais qu'est-ce que celle-là vient faire ici? Elle a haute comme 3 pommes, C'est et elle est ça. en 6e. Et là, il y a déjà des jeunes filles qui sont assez grandes, qui sont déjà formées et tout. Et toi, tu regardes ça, tu te dis, où est-ce que je suis? Ok. Et donc, tu commences à te comparer, mais sans forcément savoir que vous n'avez pas le même âge. Voilà, il y a des choses que tu ne sais pas. Et je pense que c'est venu de là. Donc, j'ai commencé à un peu me déprécier et tout. Mais après, j'ai remonté la pente quand même. D'accord. J'ai essayé de nourrir mon esprit, j'ai fait des lectures, en tout cas des bonnes choses. D'accord. Et quand est-ce que tu décides de sauter le pas, de ne pas juste faire le chœur, de ne pas juste faire des reprises, mais de proposer quelque chose qui vienne de Audrey? Ok. Donc c'est après mon diplôme, quand je rentre à Ouaga en 2017, que je suis allée à l'ouverture du FESPACO, où je suis allée juste pour voir Alpha Blondy, qui était la tête d'affiche. Et quand j'ai assisté au show, je me suis dit, ouais, il y a quelque chose en fait. C'est magique, c'est incroyable en fait de voir tout ce matériel-là et tout ce public-là mobilisé pour une icône comme ça. Je me suis dit, c'est pas mal si moi j'arrive à faire ça quand même. Donc je me suis dit, ben, je vais tenter. Et si tu remarques, le premier single c'était un reggae. Exactement. Donc c'est venu de ça. Ah. Bon, de base, il y avait déjà l'influence reggae de ma mère qui Oui. écoutait beaucoup ça. Oui. Donc voilà, c'est venu de ça aussi. Ok. Donc, à quelque part, on va dire que Alpha Blondy ne se rend pas compte, mais il a contribué à la naissance. Oui, il y a eu un déclic. Oui, voilà. Oui. Donc, et là, tu te lances. Je me lance, oui. Music is a Blessing, C'est ça. qui est bien reçu. Plutôt bien. Un beau clip qui l'accompagne. Et une nomination d'ailleurs au Au Koundé. Koundé, oui. Donc là, en ce moment, à quoi tu penses quand tu te dis, bah, j'ai attendu longtemps, j'ai hésité, finalement, quand je commence, c'est là. Je suis contente. Je suis un peu mitigée parce que c'est sûr que tout le monde ne va pas bien recevoir voilà, une jeune fille comme ça qui ressemble à une poupée qui vient chanter du reggae. C'est un peu paradoxal. C'est vrai que Ok. Quand tu la vois, tu t'attends pas à ça, mais c'est ça, ok. C'est ça. Bon. Donc plutôt contente d'avoir mené le projet au bout parce que c'était pas évident. Et contente aussi que ça ait suscité quand même de l'engouement jusqu'à avoir une nomination. C'est sûr qu'on ne fait pas tous l'unanimité, mais au moins ça, c'était déjà bon et c'était encourageant pour continuer. Maintenant, après, il fallait réfléchir à comment vraiment... je ne vais pas dire rectifier le tir parce que je ne vais pas dire que c'est une erreur, mais il faut optimiser quand même son projet. Le reggae, ce n'est pas quelque chose qui allait vendre automatiquement pour moi. Et c'est pas forcément ce avec quoi tu voulais te vendre. C'est ça ou Oui, au fil du temps, j'ai compris. Parce qu'au départ, je suis entrée vraiment par passion. Oui, j'aime ça, je vais chanter ça, et je chante ce que je veux, et puis voilà. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc, s'en est suivi quand même des années de réflexion, 2 ans de réflexion à chercher un univers assez propre à l'artiste, tant dans la musique que dans l'apparence aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a tout ça à véhiculer. Oui. Et Vida Loca qui vient après, vraiment, Oui, il y a une on a voyagé très Oui. clairement.
Donc, en ce moment, est-ce que tu as l'impression là que tu te retrouves ou que tu es toujours en train de te chercher? Toujours en train de me chercher. D'accord. Toujours, toujours. Parce que c'est dans la chanson, même quand on l'écoute, on sent que quand même je me suis posé beaucoup de questions. Parce que c'est comme une réponse aux questions que je me posais en fait. D'accord. Parce que beaucoup de gens viennent me dire ah, on t'attend ici dans tel style, ce serait bien que tu fasses ça. Et tout ça, ça influe un peu et tu te perds. Donc là, j'avais besoin moi-même de me dire à moi, de ne pas forcément écouter les gens, mais d'écouter la voix intérieure. Même si sur le tas, c'est pas clair, au fil du temps, à force de creuser, ça va venir. Ce qui est sûr, c'est que tu es dans l'univers que tu aimes et on sait que tu finiras par te trouver. C'est ça. Tu as dit quelque chose quand même qui m'a arrêté quand on a parlé justement de comment est arrivé ton premier single. Quand même, on a eu le sentiment qui était bien reçu. Tu as dit on ne peut pas faire l'unanimité. Est-ce que ça suppose que Audrey a eu des détracteurs assez, j'ai envie de dire, persévérants et persistants? Pas, il y en a eu, mais pas tant que ça, pas si virulent que ça. C'est sûr qu'il y avait un peu de sexy dans le clip, ce qui n'est pas monnaie courante dans le paysage de l'industrie musicale burkinabé. Donc il y avait un peu des détracteurs de ce côté-là. Et puis comme je dis, des gens qui ne comprennent pas pourquoi moi, une fille comme moi, chante du reggae. Et puis bon, il faut dire que même s'il y avait du talent, vocalement, ce n'était pas encore au point. Donc il y avait du travail. Donc j'ai pris ça tranquillement et j'ai continué de bosser. Ouais, c'est quand même impressionnant d'entendre un artiste avoir des appréciations comme ça de ce qu'elle a fait de par le Moi, passé. je pense que je suis ma critique number one en fait. Je ne suis jamais satisfaite, je suis la plus dure avec moi-même. Donc ce qui fait que ça ne m'étonne pas forcément de recevoir certaines... Bon, certaines sont quand même étonnantes parce que les gens, ils ont des avis souvent assez particuliers. Mais ça va. D'accord. Et justement, en parlant du sexy, parce que tu es une belle femme. Merci. Et le sexy, tu as choisi, je pense que tu as choisi délibérément de composer avec, tout en sachant d'où tu viens. C'était pas assez audacieux à ton avis? Pourquoi? Si, c'était assez audacieux, mais comme je dis toujours, l'artiste n'est pas très différent de la personne. D'accord, ok. Donc, le côté sexy, là, c'est quelque chose qui a toujours été présent chez moi. Ok. Depuis, comme je t'ai dit, à l'adolescence, là, le fait de voir les jeunes filles, là, et tout, ça fait monter certaines idées bizarres. Et toi aussi, tu as envie de trouver ta place, tu as envie d'attirer l'attention aussi. Donc, ça passait soit par des tenues sexy ou soit par des coiffures assez spéciales et tout. Bon, jusqu'à ce que le collège même se rende compte que non, on ne peut pas laisser faire ça. Donc, toutes les filles, là, plus de mèches, plus de rien. Ah, donc celles qui sont à l'école te doivent aujourd'hui ne plus pouvoir porter des mèches, entre autres, parce que tu n'es pas seule. Je ne pense pas que j'étais la seule, mais quand même. Pour en revenir un peu à la famille, aux parents, c'est vrai que dans ta famille, quand même, il y a des mélomanes, il y a des artistes et tout ça, notamment ton oncle et Jeune Conqueur. Et tes parents, quand même, qui, je pense, l'ont vu que tu étais attirée par les arts depuis toute petite, puisque tu faisais de la danse, t'ont quand même guidée vers une filière scientifique. Pourquoi, selon toi, ils ne t'ont pas guidée vers les filières artistiques? Bon, je vais dire, on est en Afrique. Et mis à part ça, tout parent cherche à donner le meilleur à son enfant. La musique, c'est pas du tout donné, c'est pas garanti. Il n'y a pas beaucoup d'artistes ici qui vivent bien comme il faut de leur art. Donc c'est pas une voie a priori à emprunter. C'est pas quelque chose qu'on rêve pour son enfant comme ça. Donc je pense que mes parents ont voulu faire ce qu'il y avait de mieux pour moi. Étant donné aussi les capacités que j'avais certaines aptitudes naturellement. Moi, franchement, je vais dire, si c'est pas en première terminale, là, j'ai jamais sérieusement bossé. C'était toujours à la dernière minute, je ramasse mes trucs. Mais je faisais semblant pour ne pas frustrer les autres. D'accord. Genre le genre de copine, elle se promène, elle bosse jamais, mais elle a la meilleure note. Tu dis, mais elle est bizarre. Parce qu'on se promène ensemble, mais elle ramène de bonnes notes. Tu vois, c'est ça. Ok. Donc,
Au vu des capacités aussi, ils se sont dit que c'était tout tracé pour moi, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et du coup, comment ils reçoivent ton arrivée à la musique quand tu décides de te lancer en tant qu'artiste? Comment ils vivent ça? Plutôt bien, même si c'était pas forcément évident. Surtout du côté de mon père. Parce que bon, il joue son rôle de père. Ah oui. Il investit quand même pour l'avenir de sa fille. Voilà, jusqu'au Canada, là-bas, c'est pas facile. Voilà, d'envoyer ses enfants là-bas. Mais il n'était pas surpris quand même. Parce que d'un autre côté, il m'a toujours encouragée. J'ai mon frère qui est pianiste aussi. D'accord. Donc il nous a toujours encouragés. C'est lui qui nous a acheté les instruments, c'est lui qui nous a amenés au concert, même à la maison quand il y a des repas. Oh, les enfants venaient jouer, venaient chanter, tout ça. Donc ça l'a pas Il vous a un peu poussé quand même. Il nous a un peu poussé, mais bon, il se disait peut-être pas que j'aurais le cran de finalement me jeter dedans. D'accord. Donc au départ, il n'était pas très chaud, on va dire. Surtout pour lui, il ne fallait pas que je laisse les études et tout. Il fallait que je j'assure mes arrières quand même de ce côté. Sur le côté. De ce côté. Donc c'était surtout ça. Et après, bon, on s'en est suivi quand même des pourparlers, on parle, on discute, on finit par se comprendre. Et il comprend que j'ai besoin de me consacrer, en tout cas à ces années, on va dire, vigoureuses de ma vie là, à ce qui me tient à cœur. Ouais. Et même si ça ne marche pas, il n'y a pas de problème. Au moins. Voilà, au moins j'aurais essayé. Il n'y a pas de regret, c'est l'important. Ok. Oui. Et comment ça se passe alors que tu es au Canada et que tu fais tes promos au Burkina? Tu es quand même sur 2 continents. Enfin, c'est pas la porte à côté. Comment tu t'organises? Comment tu fais les enregistrements? Comment ça se passe là-bas? Est-ce que tu le fais ici? Est-ce que tu le fais là-bas? Parce qu'il y a quand même du gros boulot avant qu'un titre ne sorte, qu'un clip ne sorte. Comment tu organises tout ça? Bon, je vais dire la vérité. Moi, je suis j'espère. Je ne suis pas quelqu'un de très organisé à la base. Mais plus le temps passe, plus la nécessité se montre. Donc, j'essaie de bien faire. Mais j'enregistre, que ce soit à Montréal, que ce soit ici. Quand l'inspiration me prend, j'enregistre. Et même quand j'ai commencé à travailler cette année, j'ai fait l'acquisition d'un home studio qui est dans la chambre et tout. Donc, quand j'ai une inspiration, je pose dessus. Mais par exemple, je pense que pour finaliser les projets, ça se passe ici. Sauf pour ma fille que j'ai finalisée à Montréal. L'arrangeur, c'est un Béninois. J'ai posé les premières voix quand j'étais au Bénin en vacances l'année passée et j'ai terminé l'arrangement à Montréal. Donc, on va dire que c'est un peu là où ça me trouve, je fais, tu vois. Et c'est ça l'avantage avec la musique aussi. C'est un des rares métiers que tu peux exercer, peu importe où tu te trouves, surtout avec les réseaux sociaux maintenant. D'accord. C'est ça. Et justement, ma fille, c'est quoi son histoire? Ma fille, oui. C'est un titre que j'aime beaucoup. De un, parce que ça ne m'a pas fatiguée de le composer. Je ne sais pas pourquoi, un matin comme ça, l'idée est venue dans ma tête et en 15 minutes, j'ai écrit toutes les paroles, ce qui est rare. D'accord. Et je pense que c'est de par la pertinence du message. Parce que c'est une situation que je pense à laquelle beaucoup de jeunes filles peuvent s'identifier aisément. Et moi, personnellement, je n'ai pas reçu franchement de pression de la famille par rapport à ce sujet. Mais moi-même, je me la suis infligée, cette pression-là. Ah bon? Oui. Pourquoi? Bon, moi, je suis quelqu'un qui est toujours dans le questionnement, qui est toujours dans l'observation. Oui. Et quand tu atteins un certain âge, tu remarques on va dire que tu es quand même encore relativement jeune. Oui, mais quand même, tu sais que les choses se préparent quand même à l'avance. C'est vrai. Il y a certaines choses qui se passent qui te laissent présager que ça risque de pas être évident. À un moment donné. Parce que côté relation, c'était un peu le désert en ce moment. Il n'y avait rien de bon. Depuis plusieurs années même, c'était bizarre. Donc je me disais, mais toi, à cette allure, Comment ça va se construire s'il n'y a pas de fondation déjà? C'est ça en fait. À cette allure, ça va être bizarre en fait pour toi. Et je commençais à me découvrir vraiment en tant que personne, à découvrir une personnalité assez introvertie, solitaire. Donc dans ça, comment est-ce que tu fais rentrer quelqu'un dans ta vie en fait? Et surtout aussi la personnalité artistique, c'est pas tout le monde qui supporte. C'est ça. Donc je me suis dit, il faut déjà être prête à l'éventualité. Donc je me disais, ok, toi... En fait, moi, j'ai plus le sentiment que là, c'est une Audrey qui parle à une autre Audrey en mode ma fille.
Oui, Tu te revois là. plus ou moins. Et bon, après, moi, je me suis dit, j'ai quand même certaines clés Ouais. pour comprendre que je ne suis pas obligée de le faire, mais pas toutes les filles. D'accord. Et du coup, vient l'idée d'écrire la chanson en laissant certains messages pour leur faire comprendre que il est important de penser à soi, il est important de se prioriser. Parce que quand tu ne le fais pas, je pense que après ça te rattrape. Quand ça te rattrape, tu es déjà engagé. Tu ne Mais peux est-ce que tu as le pas, sentiment que c'est un message que notre société veut entendre ou entend même? Est-ce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on entend des commentaires, hein, surtout quand on a envie de se construire une carrière et tout ça. Donc, est-ce que tu as le sentiment que c'est quelque chose qu'ici, on est prêt, enfin pas qu'ici, hein, mais quand même, on est prêt à entendre? Je pense, D'accord. oui. Parce que les Bah, les esprits, filles, hein, je parle du reste, parce qu'en général, la pression, à un moment donné, c'est le regard de quelqu'un, c'est le encore toi. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est des petits mots comme C'est vrai, c'est ça vrai. qui font que personne ne t'a rien dit, mais en regardant, en amenant un petit argument, en ajoutant une petite fin de phrase. C'est vrai. Donc, est-ce que... Ah, j'avoue que je ne me suis pas vraiment posé la question du côté des parents Oui, parce que je trouve qu'en tant qu'individu, c'est à nous d'assumer tout ce qui est en lien avec notre bonheur. c'est ça. C'est pas d'attendre de l'autre de faire ce qui nous rendrait heureux. Donc parfois ça passe par des grincements de dents et tout, mais c'est à nous de porter le fardeau jusqu'à ce que voilà, la pilule elle passe. Ça nous concerne. Ça quand nous même. concerne, oui. Je t'avoue, j'avais pas voulu en parler, mais il faut que j'en parle. Tes tatouages m'intriguent. Surtout le message sur le bras droit. Oui. Pourquoi? D'où il vient? Qu'est-ce qui a fait... Enfin, déjà, est-ce que tu peux nous dire ce qui est écrit dessus pour que tout le monde sache de quoi on parle? Ok. Sur ton bras droit. Sur le bras droit, il y a marqué Tears of Pain. Tears of Pain, ça veut dire larmes de peine. De peine, oui. Voilà. Et sur le bras Est-ce gauche. est-ce qu'on peut les voir? Oui. Voilà. Je sais pas. Ben, oui, voilà. Voilà. Donc Tears of Pain, Tears of Joy. Yes. Et je les ai faits cette année Ok. quand je commençais à travailler justement dans le labo, où vraiment c'était l'occasion encore de me rendre compte que c'était pas quelque chose que je voulais faire de toute ma vie. Mais c'était nécessaire. De un, parce que pour avoir la liberté de faire ce que tu veux, ça passe quand même par un peu de liberté financière. C'est ça. Donc ne plus dépendre des parents et tout. Et aussi d'avoir l'argent aussi de financer mes projets sans forcément tendre la main. Donc c'était un mal nécessaire. Mais c'était quand même assez difficile parce que mon temps était divisé maintenant. Je n'avais plus autant de temps à consacrer à la musique. Donc c'était des moments de souffrance quand même. Et sans compter que c'était l'hiver très froid et que le laboratoire se trouvait à 2 heures de chez moi de trajet. Wow. Donc tous les jours dans le froid, 2 heures de trajet, c'était yo. C'était une épreuve. Et en plus, pour aller C'était faire dur. un truc que tu kiffes Que pas tu plus kiffes que pas ça. forcément, voilà. Ok. Donc il me fallait quand même quelque chose pour me rappeler à tous les jours que c'est un mal pour un bien. Ouais. C'est quelque chose de nécessaire, c'est dans ça qu'on se forge aussi. Et honnêtement, je peux dire que c'est une des expériences les plus bénéfiques de toute ma vie. Parce que je me suis rendu compte à quel point l'être humain est capable de dépasser ses limites. Et c'était important de réaliser ça. Est-ce que tu as le sentiment que ça, c'est quand même, j'ai pas envie de dire une épreuve, plutôt une situation qui te prépare pour l'avenir, parce qu'on le sait, la vie n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Tout à fait. On espère que tout se passe bien, mais par exemple, 2020, personne n'attendait cette année comme ça. Oh oui, pas du tout. Mais c'est là et il faut faire avec. Est-ce que tu penses que ça te prépare Oui, oui, pour l'avenir? oui, ça prépare, ça forge. Ouais. Parce que souvent même, ce qu'on pense qu'on voudrait pour soi, ce n'est peut-être pas le meilleur même. Et ça, c'est la vie qui finit par voilà, vous faire comprendre ça, oui. Donc là, par exemple, je suis... Genre, il y a 2 ans auparavant, si on m'avait dit, ouais, toi, pense à laisser la musique peut-être, genre, ça va peut-être pas marcher. Moi, j'allais dire non, en fait, il n'y a rien à part la musique, je veux rien faire d'autre. Mais là, je suis un peu peut-être plus ouverte à l'idée que voilà, ça ne sera pas forcément... Tu es en mode, tu peux nuancer, ça Je peut peux, marcher c'est ça, comme c'est ça ça. peut ne pas marcher. C'est Dans ça. tous les cas, je suis C'est ça. dedans, j'aime ça et C'est ça. je compose avec. C'est ça. Et justement, comment tu te projettes dans cette musique-là?
Plutôt bien, D'accord. même si il y a beaucoup de questions qui se sont posées aussi par rapport à l'environnement du Burkina pour la musique, pour une artiste comme moi. Euh, J'avais du mal franchement à trouver ma place, à trouver un format qui peut vraiment marcher ici. Mais bon, on se dit, même si c'est pas ici, ça sera ailleurs, quoi. Parce que quand même, il y a de quoi. C'est pas le talent qui manque, c'est pas l'inspiration qui manque. L'image aussi, on essaie de faire des efforts avec. Donc, je pense que ça va. Comme tu l'as dit, la musique ne s'impose pas de frontières. C'est ça. Et c'est ça l'avantage. C'est ça. Tu as un album que tu prépares? Oui. Tu vas ressembler à quoi? Tu as déjà une idée? Plus ou moins. Ok. Ça sera assez varié. Il y aura pas mal de registres. Parce que, comme j'ai dit, les 2 dernières années, on a fouillé pour trouver quelque chose qui corresponde à l'artiste. Et je suis plutôt contente de ce qu'on a sous la main. Même si je me suis posé la question à savoir, est-ce que c'est vraiment le moment de sortir un album? D'autant plus que tu vois des stars un peu partout en Afrique qui sont super stars, mais qui n'ont pas sorti d'album. Donc tu te demandes, est-ce que c'est pertinent? Parce qu'un album, c'est un budget aussi de promotion et tout. Mais je pense quand même que c'est pas mauvais. Parce qu'un album aussi, ça matérialise une phase de ta vie, une phase de ton projet musical. Et c'est pas mal de cristalliser ça. C'est très important d'ailleurs, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc, on a une idée de quand est-ce qu'on l'aura ou on attend encore? On attend encore. Ok. On attend parce que le corona aussi est venu bouleverser pas mal de plans. Je te fais pas dire. Oui. Mais même si c'est pas un album comme je l'ai pensé, au moins un EP. Au moins pour dire que voilà, on a franchi cette étape-là, voilà, remercier aussi les fans et tout, et puis on avance. D'accord, ok, bah, c'est super. Et du coup, c'est quoi tes projets à court terme pendant ton séjour à la maison? Pendant mon séjour ici, les 2 principaux axes, c'est de 1, rentabiliser un peu. D'accord. Donc faire des shows et que les caisses se renflouent quand même parce que la musique c'est beaucoup dépensé dans un premier temps. Donc il faut savoir comment tu équilibres. Donc voilà, c'est de faire rentrer de l'argent et accroître la visibilité aussi. Parce que par exemple avec ma fille, ça a été l'occasion pour beaucoup de gens de me connaître encore et de se demander mais pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas cette fille? Il faut que tu fasses l'effort de plus te faire connaître et tout. Donc c'est ça l'objectif aussi, on est là pour ça parce que de Montréal, c'est pas du tout évident. Donc, et tu as des dates prévues ou c'est encore une programmation en cours? C'est encore en cours. Les seules dates prévues, c'est plutôt dans un cadre privé, les mariages et tout. Les cérémonies, les séminaires, tout ça. Mais on attend de voir. On a des approches et tout, notamment un festival en janvier où le monsieur m'avait approché déjà il y a 2 ans, mais je n'étais pas prête. Moi, je sais quand je ne suis pas prête, je force pas. Tu te sens prête. Là, je me sens prête. Donc, je maintiens ça. Je ne l'ai pas encore recontacté, mais c'est le Soko Festival et je pense qu'on va le faire. Cette fois, ça va se faire. Oui. Donc, tu es au pays pour combien de temps? Quand même 5 mois, jusqu'en mars. Ah, quand même. Donc, 5 mois, il faudra composer avec Audrey. Oui. Parce qu'il ne faudra pas dire, oui, mais elle n'est pas au Canada. Non, elle est là. Non, je suis là, voilà. Tout le monde sachez que voilà, je suis sur place. D'accord. Je suis là pour vous servir s'il y a de quoi. Voilà. Alors, on arrive à la fin de notre échange. Ok. J'aimerais bien fouiller un peu plus. Oui. Par exemple, maintenant que ma fille est sortie, est-ce que ça suppose qu'on a quitté le désert ou on est toujours dans le désert? Toi et moi, on se comprend. Je ne sais pas si les autres nous comprennent ou pas. On a plus ou moins quitté le désert. D'accord. Et c'est quelque chose aussi que j'aimerais dire. C'est que quand tu t'épanouis dans ce qui te plaît, dans ta vie, je pense que ça vient naturellement. D'accord. Alors que quand tu cherches là, de 1, ça ne vient pas, ou de 2, tu vas sauter vers le premier venu comme ça sans vraiment te poser les bonnes questions. Tandis que quand tu es dans l'environnement dans lequel tu fleuris, ça rapporte les gens même qui savent comment composer avec toi.
Donc Voilà. ça, c'est ça. Donc souvent, il faut laisser les choses se faire naturellement, Oui. sans forcer. Oui. D'accord, merci Oui. beaucoup Audrey. Merci à toi, Un numéro Stéphanie. de staff peut-être pour ceux qui voudraient te contacter. Oui. Alors le numéro, c'est le 76 95 46 46. On recommence. 76 95 46 46. Eh bien, on va te dire au revoir avec le clip Ma fille. Ok. Et on te dit, ici t'es chez toi, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup, Stéphanie. En tout cas, j'ai passé un bon moment. Super, moi aussi. Donc un beau séjour à la maison et beaucoup d'argent. Si on a un petit important. pourcentage pour nous, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème, même si c'est en poulet, même si c'est en... Si, Voilà, peu oui. importe la forme que ça prend. On est d'accord. Merci beaucoup C'est ça. Audrey. Donc Ok. on regarde Ma fille. Ok. Si mon cœur est vide d'amour, si mon cœur saigne toujours, arrête de phaser, arrête de phaser mon bébé, il faut y penser, il faut y penser mon bébé, arrête de phaser, arrête de phaser mon bébé, il faut y penser, il faut... Maman, rien ne sert de presser. Ta petite veut se réaliser. La vie c'est pas course de vitesse. Non. Tout vient à point à qui patienter. Elle me dit ma fille j'ai encaissé. Il faut m'écouter. Elle me dit ma fille j'ai rabaissé. Parce qu'aucun homme à tes côtés. Qu'est-ce que je fais d'un homme si j'ai rien à lui donner? Si mon cœur est vide d'amour, si mon cœur saigne toujours, qu'est-ce que je fais d'un homme si j'ai rien à lui donner? Si mon cœur est vide d'amour, si mon cœur saigne toujours, arrête de phaser, arrête de phaser mon bébé, il faut y penser, il faut y penser mon bébé, arrête de phaser, arrête de phaser mon bébé, il faut y penser, il faut y penser mon bébé, phaser mon bébé, penser mon bébé, phaser mon bébé, penser mon bébé. Qui sera le meilleur jeune entrepreneur du Burkina Faso? Chers téléspectateurs, voici venue la finale de la première édition de Pépites d'entreprise. 100 candidats au départ. Ils ne sont plus que 4 en finale. Votez pour Sanfo Menuiserie Bois et Métallique qui allie les matériaux cités à la perfection en envoyant PE1 au 3167. Choisissez d'écologique avec la recyclerie générale en envoyant PE2 au 3167. Votez pour Mister Écolo avec ses emballages biodégradables en envoyant PE3 au 3167. Ou choisissez Faso Mousso avec ses épices nutritives Et thérapeutiques en envoyant PE4 au 3167. Chers téléspectateurs, rendez-vous bientôt pour savoir qui sera la pépite d'or, qui remportera le premier prix d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Pépite d'entreprise, sous le parrainage de M. Idrissa Nassa, PDG du groupe Coris. Et bien, on va de retour sur le plateau du Loft pour la deuxième partie. Je vous l'ai dit, on aime apprendre. Aujourd'hui, on va apprendre aux côtés. On reste dans l'univers de l'art, mais cette fois-ci, on va faire dans de l'art visuel. J'ai le plaisir d'avoir juste à côté de moi Monsieur Christophe Sawadogo. Il est peintre calligraphe. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Comment Merci. ça va? Oui, ça va bien, ça va. Alors, quand on dit calligraphe, à quoi on fait référence pour ceux qui ne savent pas forcément? Quand on parle de calligraphie, Oui. on parle de l'art de bien représenter les lettres, de les représenter avec une certaine élégance, avec une certaine grâce. Et donc, pas seulement les lettres, ça peut être aussi les signes, ça peut être les chiffres. Et donc, on en a dans pratiquement toutes les cultures, que ce soit en Afrique ici, que ce soit en Asie, on parle de la calligraphie chinoise, on parle de la calligraphie japonaise. Donc,
oui, ici Il faut aussi. tenir votre micro au milieu. Au milieu? Ah, d'accord, pardon. Ok. Donc, on parle même en Afrique ici. Et donc, il y a des pratiques de calligraphie dans les différentes incisions corporelles, etc. Et jusqu'aujourd'hui, on voit dans les tatouages, etc., la manifestation de cet art. Donc, la calligraphie, c'est l'art de représenter les formes, les lettres et les signes de façon à avoir une certaine élégance dans l'expression. Bon, pour ceux qui vont dire qu'il a parlé du français compliqué, est-ce qu'on peut dire que c'est de l'écriture artistique? Et on pourrait, On pourrait. oui, on pourrait dire que c'est de l'écriture artistique. Quand on pense par exemple aux hiéroglyphes, Hiéroglyphes, voilà, en Égypte ancienne, Oui. on voit effectivement comment effectivement ces signes sont représentés et à la fin ça donne Un message. voilà, un message. C'est vrai que on peut les déchiffrer pour voir le message caché derrière, mais les signes, la calligraphie, c'est avant tout l'importance du signe. Oui. Et après, si on peut trouver un message derrière, c'est un bonus, c'est aussi important. Donc, D'accord. mais c'est la graphie, c'est l'importance du signe, du geste, du gestuel, pardon. Et donc, voilà, c'est ce que je peux dire. Est-ce que tout le monde peut faire de la calligraphie? Ah, il faut dire que c'est un trait, c'est le trait, la calligraphie c'est le trait, et donc tout le monde a le trait, un trait ou des traits qu'il peut représenter. Et donc on ne jugera pas, ça peut être un trait élégant, ça peut être un trait fort, ça peut être un trait vif, ça peut être un trait lent, et donc en fonction de la nature, du caractère du trait, on peut parler de caractérologie, donc on peut définir les caractères à travers cela. Donc tout le monde peut faire de la calligraphie et à travers la manière dont on fait cette calligraphie, on peut lire votre identité, lire votre personnalité. Si vous êtes agressif, si vous êtes pacifique, si vous êtes joyeux, si vous êtes triste. Ok, ce qui explique souvent qu'à partir de l'écriture d'une personne, on puisse dire c'est ce mot-là, il revient beaucoup, ou il a appuyé sur le stylo à ce moment, Voilà. ou il était en colère quand il a écrit Exactement, ça. cette façon de travailler, Oui. c'est même la manière dont on fait les cursives, la manière dont on fait les déliés, les pleins, etc. Juste une petite anecdote, vous voyez quand Napoléon livrait sa bataille à Waterloo, on a lu la manière dont il a signé certaines déclarations, certains papiers, et donc on a vu lui qui avait une signature énergique quand il conquérait les espaces, et quand il a commencé à perdre, on a vu que son écriture descendait, et c'est comme s'il était attrapé par la lassitude, par le défaitisme. Donc, on peut lire effectivement le caractère de l'individu à travers sa manière de signer, à travers sa manière d'écrire, à travers sa graphie. D'accord, ok, c'est bon à savoir. En tout cas, on a appris quelque chose aujourd'hui. On va revenir sur le côté peinture, mais juste en face de moi, nous avons Kader Boli, que nous avons eu la chance déjà d'accueillir sur ce plateau, qui surtout nous a fait l'immense gentillesse de nous apporter des tableaux. Je ne sais pas si vous les voyez, voilà, il y a un juste derrière moi qui est signé Kader Boli. Ouais. Donc, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Encore une fois, Merci qui est beaucoup. le tien, vu que tu nous aides à le composer. Donc, tu es peintre, designer, et tu as une belle histoire quand même avec la peinture, Kader. Oui. Comment elle commence? J'ai grandi autour des animaux, j'ai gardé les troupeaux à mon enfance. Oui, Donc finalement, je n'ai même pas cherché loin. J'ai oui, juste commencé à dessiner les animaux, la nature, un peu comme ces tableaux là-bas. oui. Et l'idée, je ne sais pas si c'est quelque chose ce n'est pas planifié, c'est plutôt, j'aime utiliser le mot du genre, quand on écoute son instinct, on va toujours dans la bonne direction. D'accord. Donc j'ai toujours écouté mon instinct, donc j'ai dessiné les vaches, je les aimais, je les dessinais et je les répétais. Ok. Et finalement, c'est un truc qui m'a amené loin. Ok. Mais à quel moment ça devient un métier pour toi? Ça devient un métier, il n'y a pas un jour où ça devient un métier. Ok. Ça a toujours été un métier du moment où on aime ça. D'accord. On aime ça et on propose et les gens achètent parfois. D'accord. Il y a un exemple que j'ai déjà fait, c'est pour confirmer que
Ne pas chercher loin est la clé des choses. D'accord. J'ai dessiné 4 vaches et je les ai vendues au prix des vaches. Ok. Oui, oui. Et en fait, au lieu d'élever la vache pour la vendre, j'ai dessiné la vache, je l'ai vendue, chaque vache était à 600 000 et j'ai vendu le tableau à 600 000 fois 4. Ok. Ok, tu avais 4 vaches sur le même tableau. Sur le même tableau. Chaque vache était à 600 000. Oui, oui. Ce qui veut dire que le tableau revenait à 4 fois 600 000. Oui, oui, 4 fois 600 000. Donc, Autrement bon, on ne va pas dit- donner le chiffre final. Oui, non. oui. Autrement dit, Ouais. c'est en fait c'est la force de la foi ou de la croyance à ce qu'on fait. Oui, C'est du genre, tu peux juste faire un dessin et vendre le dessin au prix de l'objet. de l'objet en vrai. Ça Oui, oui. dépend de Ça l'énergie dépend que tu mets ça dedans. dépend de quelle énergie tu mets dedans. Ça D'accord. dépend de la délicatesse avec laquelle. C'est comme Christophe le disait. Mhm. En fait, on peut savoir ton caractère en lisant les traits de tes dessins. D'accord. Et il y en a qui aiment ce qui est délicat, il y en a qui aiment ce qui est assez violent, il y en a qui aiment ce qui est assez énergétique. Donc tout dépend. D'accord, ok. Bah, c'est beau à savoir. Là, franchement, moi, je sens que je baigne dans un univers Oui. c'est extraordinaire. Alors, on va continuer les présentations. On a également l'immense plaisir d'avoir monsieur... Attends, je vais essayer de bien lire, hein. Kodjo Kodja. Exactement. D'accord. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous également, vous nous avez fait l'immense honneur de nous offrir un tableau avec une très jolie explication à la clé. Nos équipes sont venues vous voir avant cette émission. Oui. On va voir l'élément qu'ils ont réalisé avec vous et on revient. Parce qu'on a envie de savoir comment Christophe arrive à la peinture. Mais juste après cet élément. J'ai commencé à peindre depuis bas âge avec mes parents à la maison. Mais après tout, mon papa a vu que bon, l'art ne peut jamais m'amener loin. Donc il m'a dit de faire autre chose, surtout pour mes études. J'ai quitté dans mon pays à l'âge de 22 ans. Je me suis donné l'art comme ça et c'est arrivé, autodidacte. Et dans ça, depuis 25 ans, je vis de mon art. Je suis venu à Ouaga, ça fait bientôt 18 ans. Février 2003, je suis venu à Ouaga ici. Et juste 2004, j'ai participé au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, qu'on appelle CIAO. Ensuite de suite, tous les salons qui passent à Ouagadougou, je participe toujours. Et que ce soit tous les CDAO, 5e fois de CDAO, francophonie, CITO, tout ce qui est salon Burkina Faso. La plastique, c'est trop dit parce que la plastique, ça a globalisé plusieurs branches dans plastique. Même les bronzés, on peut dire que c'est de la plastique. Mais moi, je suis domaine de la peinture, spécialement peinture. Parce que quand on dit la plastique, ça englobe peinture, des dessins animés, des portraits et tout. Mais il y a aussi certains tableaux qu'on appelle la plastique, qui est travaillé avec plâtre. Et c'est ça que les gens voient que c'est la plastique, en principe, au Sénégal. Parce que ça se fait avec plâtre qu'on prend pour faire le faux plafond. Il y a la peinture relief, il y a la peinture plat. Comme pour moi, ce sont des toiles de relief. C'est qu'il y a toujours quelque chose qui dégage dedans. Je travaille avec sac juste et toute matière que je vois que ça peut coller à la peinture, qui peut changer le système, la création, je l'applique. Le tableau, c'est la communication. La communication et la sagesse. Si vous voyez ce tableau d'ici, de là, c'est les rencontres et les contacts. La communication, quelqu'un qui parle à l'autre et quelqu'un qui va vers l'autre. Il se raconte, il était en train de se causer. La bouche parle à ce monsieur, voilà, ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Voilà, il y a aussi même les enfants, et pas les enfants, les jeunes d'aujourd'hui sont ici pleins qui sont dans la communication. Et voilà. Et là, c'est la chaîne, c'est une chaîne. Et la télévision, c'est une chaîne qui va loin. C'est une chaîne qui va loin et qui communique le monde, qui rentre dans le monde. Tout le monde regarde. Si on dit le monde, c'est pas ici Ouaga seulement. Tout le monde voit tout ce que se passe sur BF1. Voilà. Et ici, c'est l'écran de BF1.
vous voyez ici. Et vous allez regarder votre télévision, mais mon tableau représente l'écran et l'effort que le BF1 nous fait au Burkina Faso ici. Eh bien, merci beaucoup pour ce joli tableau qui est juste là. Franchement, merci. Alors, au départ, le père ne voulait pas. Oui. À quel moment il change d'avis? Bon, je peux dire que j'avais respecté mon papa parce que j'ai tout laissé tomber, j'ai continué mes études. Après mes études, tout de suite, je me suis engagé en tant que chef d'équipe d'engin. D'accord. De travaux publics. Ok. Et mon papa m'avait dit, je suis trop petit pour travailler en brousse, pour les catapillars, tout ça. Bon, écoutez, de rentrer automatiquement à Lomé. J'étais à Mangou en tant que chef d'équipe d'engin, vers le nord du Togo. Après, je suis rentré, j'ai dit, papa, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, non, il faut aller passer un test au TP, Office togolais de phosphore. Je suis parti, j'ai passé le test et je suis admis. Là, je commence par travailler là-bas où je suivais les chaînes 1, des chaînes 2. Au TP à l'époque. J'ai fait un peu d'économie, vu la situation du Togo. À l'époque, les jeunes n'ont pas de chance comme ça. Et on ne peut pas rentrer dans ce domaine. Tout est changé maintenant. Et j'ai quitté mon pays à l'âge de 22 ans. Ah. À l'âge de 22 ans, j'ai tenté d'aller en Europe, mais ça n'a pas pu marcher. J'ai traversé le Niger vers Tamaracet jusqu'à Alger. À l'époque, il y avait des problèmes entre la Libye et l'Algérie, que les bateaux ne tournent pas bien au port. Donc j'avais resté à Alger pendant 6 mois. Mais puisque je ne trouve pas le moyen pour monter, je suis revenu back à Niamey. À Niamey, tout de suite, je commence à dire qu'est-ce que je dois faire. Au départ, je me suis dit, bon, j'avais rencontré un ami, pas un ami, je suis parti à l'ambassade des États-Unis à Niamey en demandant un visa. Et là, je pars tout le moyen aussi pour avoir le visa. Hein. Bon, parce que l'aventure, c'est pas facile. C'est ça, c'est ça. J'ai rencontré un monsieur, un Américain, qui m'avait dit, écoute, si tu veux faire l'aventure, il y a 2 métiers qu'il faut en poche pour traverser le monde. Et je dis, quel métier? Il m'a dit, il faut avoir ton permis de conduire ou bien savoir faire la cuisine. Je dis, ah bon? Ok. Bon, puisque j'ai un peu habitué à faire la cuisine avec ma maman, bon, je me suis lancé à ce milieu-là. Et je travaille un peu avec les expatriés togolais, comme cuisiner, surtout les célibataires. Et tout de suite, l'art m'a réveillé. L'art est revenu. Ouais. Je vois la peinture, quand je vois une exposition au CCF de Niamey, et je dis, mais écoute, c'est ça que je dois faire, c'est ça mon boulot. Bon, et puis je me suis lancé comme ça. D'accord. 6 mois après, j'ai fait une demande pour une exposition au CCF de Niamey. On m'a accepté. Et à ce temps aussi, ce n'est pas la peinture, comme lui vient de dire, les pigments. Je travaille avec les charbons, colle, les cendres. Et je récupère des choses. Ce qui était sous la main. Oui, sous la main. Et ma première exposition, paf, le poignet rentrait suffisamment. Et puis je dis, écoute, je n'ai rien à faire encore si ce n'est pas ce boulot. D'accord. Et puis voilà. Donc, première exposition, une belle vente. Super. C'est ce que je veux faire, j'ai trouvé ma voie. Ok. Et depuis là, finalement, on ne souffre plus pour avoir le visa quand on est un artiste. Oui. À ce temps, quand je ne suis pas trop rentré dedans, je me dis, bon, écoute, pour avoir le visa, à l'époque, je n'ai pas pensé, je n'ai aucun papier pour présenter à l'ambassade que comme je suis un artiste. Non. Bon, j'ai mon passeport, voilà. Je suis venu comme ça. Avant, ce n'était pas aussi compliqué comme maintenant. Mais ça n'a pas marché. Et voilà comment je suis devenu peintre. Et au Niger, après mon exposition, j'avais tenté encore pour la première fois parce que j'avais du pognon, puisque c'est interdit les Africains de traverser le Niger. Parce qu'à cause de l'uranium qui est dans le désert. Donc pour ma deuxième fois, on m'a dit non, il ne faut pas revenir encore passer par là. Donc j'ai fait le tour par le Mali. D'accord. De Gao, Timiaouine, jusqu'à Tamaracet. Là-bas aussi, c'est bouclé. Eh bien. Donc, à mon retour maintenant, je suis venu m'installer au Burkina. Depuis tout ce temps, en fait, vous avez bataillé dur, alors que la destination, c'était ici. Ici. Donc, je suis arrivé ici en février 2013 et 2014.
Je me suis inscrit au CIAO. D'accord. Par le stand ventilé, 250 000 francs à l'époque, le temps de Jean-Claude Bouddha. Et voilà. Et ça commence par là. D'accord. Définitivement, on a trouvé sa place. J'ai trouvé ma place. D'accord. Christophe, c'est quoi l'histoire avec la peinture? Parce que je vois qu'il commence, que c'est la première promotion du département de art et communication de l'Université de Ouagadougou, aujourd'hui hypermix, ça a beaucoup évolué. Donc, on a envie de dire, c'est pas très loin, mais quand même, de la communication à l'art, on reste dans la communication, mais d'une autre manière. Comment il arrive à la peinture? Bon, il faut dire que quand j'étais tout petit, j'aimais vraiment écrire. Je suis venu aux arts plastiques par l'écriture, par la calligraphie. D'accord. Donc, quand j'étais à l'école primaire, mon maître d'école me demandait parfois d'aller recopier des leçons de tableau. Donc, de cet amour au pour, milieu. voilà, de cet amour pour le Non, dessin. il faut l'attraper au milieu. De cet amour pour, pardon, de cet amour pour le dessin, pour l'écriture, pardon, pour l'écriture, au départ, naît au fur et à mesure l'amour pour le dessin, pour les couleurs, pour la peinture. Mais c'est donc quand je suis arrivé aux arts et communications, au début avec Jean-Pierre Guingané, paix à son âme, alors mon envie folle était de continuer dans les arts. Pas de faire vraiment de la communication. D'accord, parce qu'à l'époque, c'est vrai que le département, en ce moment, on pouvait ensuite s'orienter vers les arts. Des arts plastiques, ou alors s'orienter vers prendre une option sur la communication. Et moi, j'ai choisi immédiatement les arts, parce que c'était le domaine où je me sentais le mieux, où je voulais vraiment m'exprimer. On n'était pas nombreux, on était 6 artistes, 6 étudiants à se lancer dans cette option, et les autres... presque 24, les 24 autres se sont orientés vers le journalisme, vers la communication. Et donc, c'est comme ça. Et après ma formation, en 2016, j'ai été proposé à une exposition pendant le FITMO et aussi à l'Institut français. C'est comme ça que je suis entré progressivement dans l'univers, dans le milieu officiel des arts plastiques. D'accord. En fait, c'est drôle ce que vous dites, parce que là, on entend qu'à l'université, on peut faire option art. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que les gens l'entendent, qu'on peut aller à l'école jusqu'à l'université pour étudier l'art? Parce que souvent, on a l'impression que les gens pensent que non, c'est inné en toi, c'est un talent. Bien, je peux venir un peu. D'accord. On n'a pas vraiment besoin d'aller à l'université pour faire les arts. Ça, il faut que je le précise. On n'a pas besoin. Oui, on n'a pas besoin. On peut avoir une aptitude, on peut la développer, cette aptitude-là. On peut se former sur le tas. Il y en a beaucoup qui se sont formés sur le tas, se sont perfectionnés après, qui ont suivi des stages par la suite. Mais même à l'université dont je parle, nous n'avons pas eu de professeurs réguliers pour les arts. Donc, j'ai dû me faire un peu à la pratique, un peu autodidactique comme ça, ou alors avec des stages que j'ai dû suivre auprès d'aînés beaucoup plus ancrés dans le métier. Voilà, auprès du professeur Raya, j'allais régulièrement visiter l'atelier de Kisiriki pour un peu apprendre un peu plus sur le volume et voilà, sur le travail. On a essayé de l'inviter, mais apparemment pour le moment il est un peu fatigué, donc parce qu'il sort d'un gros événement. On le laisse reposer et on va le réinviter. Voilà, donc si nous écoutons Kisiriki, vraiment merci d'ouvrir toujours ton atelier aux jeunes artistes et puis au reste du monde, quand on voit Lango. C'est un atelier à ciel ouvert et c'est magnifique, c'est énorme. C'est magnifique. Je connais beaucoup d'artistes qui vont faire des esquisses, qui vont faire des croquis auprès des sculptures déjà réalisées à Lango. Exactement, c'est vrai qu'il y a la sculpture, mais après c'est vrai qu'il y a des croquis également. Tout à fait, il y a des justement. esquisses, il y a des... On peut partir d'un croquis pour arriver à une œuvre entière, que ce soit en sculpture ou en dessin, voilà, donc, ou en design, etc. Donc, vous avez envie de réagir par rapport, à l'université et les arts et la peinture? Oui.
Et on va sortir un peu de Ouaga, par exemple Dakar. Oui, Dakar. Dakar, il y a des écoles qu'on appelle des beaux-arts. Oui. Uniquement pour les formations des arts, la peinture, les sculptures, tout ce qui est la pratique. C'est ça. Mais ce que je demande aussi au Burkina Faso ici, parce que ce n'est pas l'école. Là, ce n'est pas... C'est pas une école classique comme ça. Non. Voilà. Ben, c'est juste une formation. Ouais. Mais il faut une formation un peu costaud, je peux dire. C'est-à-dire faire venir les gens, même c'est pas... les intellectuels même peuvent apprendre. Peuvent bien apprendre l'art. Parce que moi, j'ai un peu voyagé, j'ai vu comment l'art se passe même. Il y a les diplomates qui vont en mission, qui font leur peinture à la maison. Partant en mission, ils exposent dans les hôtels. Bon, il y a tout ce style des artistes professionnels, les artistes qui sont dans les corps diplomates, ils sont des diplomates qui font la peinture. Ouais. Mais avec leur boulot aussi à côté. Donc je demande à ceux qui ont l'amour de l'art, nous sommes là pour les donner encore un de pouce quand même, pour faire une formation de base, comment marier les couleurs, comment expliquer, parce que l'art que vous voyez là, ça a un pouvoir. Là, c'est un pouvoir d'abord. Parce que ça vient, les couleurs, ça vient, vous travaillez, tu travailles, et puis tu revois que voilà ce qui vient de sortir, paf. Et c'est pas un dessin en principe. Non, moi, je suis dans l'abstrait. Oui, vraiment dans l'abstrait. Ouais. Oui. Moi, pour moi, c'est l'abstrait, c'est pas le dessin. Okay. Donc, ce qui fait que dans l'abstrait, on peut voir tout. Le monde est dans l'abstrait, en principe. C'est ça. On peut voir tout ce qu'on peut trouver dans la nature, dans l'abstrait. D'accord. Ouais. Ok. Alors, moi, j'ai quand même envie de me tourner vers Kader, qui commence très jeune à dessiner ses vaches. Et il reste très attaché à ses animaux. Mais quand même, aujourd'hui, il se consacre également à sa passion qui est la peinture. Et moi, j'ai envie de savoir comment, dans ton entourage, dans ta famille, on reçoit ça. Bon, dans mon entourage, les débuts, bon, je ne comprenais pas. Hein. Mais quand j'ai dessiné, puisque les débuts, j'ai dessiné vraiment très précis. J'ai commencé par dessiner les moutons. Bien précis avec toutes les poils. En ce moment, quand c'est visible, les gens aiment. Mais quand ça devient des trucs, des lignes où tu t'amuses avec, bon, ils se disent que c'est du yaré. Ils se disent que c'est du yaré. Bon, mais avec le temps, tu vas remarquer quelqu'un qui va voir parmi les toiles, il va dire, ouais celle-là, là, j'aime bien. Tu vois? Puisque c'est un truc instinctif, en fait. Tout le monde, ça peut être la couleur qui les plaît, ça peut être la combinaison de couleurs, c'est l'attitude de l'animal peut-être qui les plaît, tu vois, non? Et donc, je pense qu'il faut juste introduire les gens là-dedans. D'accord. Une introduction, surtout les enfants, quand on les introduit à l'art, c'est vachement bien. Et après, tu les laisses divaguer. Puisque à la fin de la journée, l'art, c'est le concept de trouver soi-même. Tu vois, trouver vraiment ce qu'on est vraiment à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, c'est trouver son propre chemin. D'accord. Donc, c'est pour cela que quand on parle, on dit beaux-arts, bon, c'est bien, on t'introduit là-dessus. Et maintenant, tu divagues, tu trouves ta propre personne dans le... Peu importe la formation que tu reçois, quand même, l'artiste se transmet à travers ses toiles. Exactement. Même les Picasso, ils ont suivi des formations et après, il a tout cassé. C'est ça. Il a retrouvé le brut Picasso qui est là, ou soit les De Vinci. L'importance de là aussi, par exemple, De Vinci qui faisait les dessins des avions. En fait, c'est l'imagination. Ça te permet d'imaginer. C'est tellement important. Et quelqu'un a eu l'idée de dire le fait qu'il a pu dessiner ça, c'est que peut-être c'est possible de créer un avion. Et voilà, maintenant on circule en avion et voilà, tranquille. Et souvent on ne se pose même pas la question de d'où ça vient. Voilà quoi. Donc c'est assez important. Une question également que certains se posent, parce que c'est vrai que Kader nous l'a dit au début, les gens ne comprennent pas. M. Kodjo l'a dit, le papa a dit, l'art, il faut faire un métier à côté. On ne sait jamais. Est-ce que c'était pareil chez vous? Bon, il faut dire que les arts plastiques ne sont pas aussi vieux que ça dans notre pays en matière de pratique. On ne connaît pas. Moi, dans l'espace géographique dont je suis originaire, je suis originaire du BAM, je ne connaissais pas beaucoup d'artistes plasticiens dans ma localité. Donc, quand je me suis engagé dans ces secteurs-là, dans ces milieux,
beaucoup de gens se demandaient, ben, est-ce que tu ne vas pas te perdre Te casser la figure, comme on l'inconnu, dit te casser la souvent. figure Oui. dans l'inconnu. Et moi, pour moi, c'était une passion. Et j'aimerais vraiment l'assouvir. Et puis, je ne me posais pas vraiment ces questions. Et il faut que je le dise sincèrement. Quand je le faisais, c'était vraiment parce que j'aimais. Et au départ, j'ai beaucoup travaillé à nourrir mon art. Mais aujourd'hui, je peux dire, c'est un art qui a été reconnaissant. C'est l'art qui me nourrit. Donc, D'accord. voilà. C'est bien. Et de plus en plus, les gens comprennent que quand on fait quelque chose par passion, même si c'est très difficile, le fait de trouver sa voie, de trouver sa vie, de trouver ses repères dans ce qu'on fait, il vaut mieux que de faire quelque chose où on a l'argent et on ne se sent pas heureux. Ouais, c'est bien. Donc, la passion, l'amour du métier, c'est très important, surtout dans l'art. Parce que je pense que s'il y a bien une chose, et corrigez-moi si je me trompe, hein, où on ne peut pas mentir, c'est dans l'art. Absolument. Et là où on ne peut pas s'obliger à être, c'est toujours dans l'art. Parce que il y a des menteurs, mais après, de toute façon, ça finit par se découvrir. Ça finit par se Parfois, même voir. quand en tant qu'artiste, parfois tu as une commande. Bon, tu peux dire que je vais prendre une commande d'un tableau pour faire. Et quand tu fais le tableau, on sent que c'est une commande. Parce que tu as réfléchi. C'est pas venu... C'est pas spontané en fait. Oui. On le sent. Et tu souffres plus pour faire le tableau. Tu souffres plus. Ok. Et donc c'est un truc de vraiment, tu peux pas mentir longtemps, quoi. D'accord. Et justement, comment ça se passe, spécifiquement pour ce qui concerne justement la peinture ou la calligraphie? Comment naît une œuvre? Comment ça se passe? Comment on la crée? Par exemple, si je parle de ce tableau, d'où est partie l'idée de faire ce tableau? L'idée vient tout seul. D'accord. Parce que quand je veux commencer le travail, ou bien quand on va commencer le travail, ou bien comme je dis encore, si je veux commencer mon travail, je ne vois rien. Et moi, je travaille plus la nuit que la journée. D'accord. Bon, donc, quand l'esprit vient pour travailler, je travaille un peu. Après avoir fini de travailler, je revois dans ma peinture ce que j'ai pu faire, ce que j'ai fait. D'accord. C'est après avoir fini mon travail que je vois sortir. Ah. Donc en fait, vous le faites, oui. C'est une fois fini. Une fois fini. Que. D'accord. Je vois. D'accord. Bon, je trouve parfois aussi que c'est un peu ça et un peu de réflexion aussi parce que c'est du genre, moi par exemple parfois je jette une toile sur le sol et je le salis simplement. Je le salis et puis j'exploite les salissements, les saletés qui se trouvent. Mais je me retrouve toujours dans le pâturage, je me retrouve toujours dans ce que je connais et que je pense être pour moi, tu vois. Oui, inconsciemment. D'accord. Oui. C'est assez difficile à dire parce que d'un rêve peut naître une œuvre d'art. Et puis d'un geste posé sur un papier comme ça peut naître une œuvre d'art. Donc ça peut être vraiment fortuit, c'est des choses comme ça. Et on ne calcule pas. On peut être assis en train de bavarder entre amis, en train de prendre un thé. Et de la conversation qu'on a, on a une image, on a une idée. Et puis on se dit, et si je faisais cela? Ou bien alors, à travers les croquis qu'on fait à longueur de journée, qu'on répète, etc. Et c'est pour ça que certains artistes se promènent avec des crayons. Picasso pour le faisait. Que si jamais, Picasso avait toujours un crayon en poche parce qu'il ne savait pas où l'inspiration pouvait le prendre. Et quand ça part, parfois ça part pour de bon. Et donc, en fait, quand c'est là, il faut le matérialiser, sinon on peut le perdre. On peut le perdre. D'accord. Mais donc, je trouve que parfois l'idée que tu as perçue à cet instant-là risque de sortir différemment aussi à un autre temps, puisque chaque instant est précieux. D'accord. Okay. Oui. Tu peux faire le sketch maintenant, mais ça ressort autrement, mais dans la même, dans la même gamme. Ok. Donc, si je comprends bien, un artiste peintre ou plasticien n'a pas d'heure de travail. Bon, aujourd'hui, je fais une toile de 8h à midi, ensuite je fais une pause. Ça n'existe pas chez vous, du tout.
toutes les heures peuvent être fécondes pour la création. D'accord, ok. Donc on ne décide pas aussi, bon, aujourd'hui, je vais faire 2 toiles. Ça aussi, ça ne se décide pas. Ou est-ce que ça peut se décider? Non, peut-être comme il vient de dire, c'est sur commande. Ouais, quand c'est commandé, C'est oui. commande. Oui, Sinon, là, je suis d'accord. Sinon, c'est quand pas c'est possible. l'œuvre de Oui. l'artiste, c'est quand en fait, c'est l'œuvre qui dicte. C'est ça. C'est pas l'artiste qui pas l'artiste. décide. Il peut y avoir des passages vides. Hein. On peut Ok. être là, manquer d'inspiration, et puis, ou bien ça arrive, hein, on est tous humains. C'est pas toujours que l'inspiration vient à flot. Il y a des fois où la cadence de l'inspiration, c'est vraiment, on ne contrôle pas, ça vient à flot comme ça, et puis on crée. Et il y a des périodes assez riches, assez créatrices dans les différentes phases d'évolution d'un artiste. Et il y a des phases aussi où on voit qu'effectivement, il a traversé des vides, et ça arrive, c'est humain. Naturellement. Voilà, on utilise le corps, on utilise l'esprit, on utilise toutes les ressources qu'on a, et quand certaines ressources, ça peut être dû à un événement familial, ça peut être dû à un événement social, arrive à manquer, soit on est encore plus inspiré, soit on est encore plus abattu, et puis ça dépend de comment chacun réagit face aux événements qui le tenaillent, ou face au monde aussi qui l'entoure. D'accord. Voilà. On dit souvent que les artistes sont des incompris de la société. Est-ce que vous avez le sentiment d'être des incompris de notre société burkinabé? Monsieur Kodia. Ah non, je laisse la parole. Oui, ils peuvent être incompris du moment où... Est-ce que toi, tu as le sentiment d'être incompris? Sur certains sujets, oui. D'accord. Sur certains sujets, oui, mais c'est normal. Okay. Si tu es artiste, il faut que tu t'apprêtes à ça, parce que si tu es dans la moule, tu ne vas pas pouvoir créer non plus. Okay. Il faut que tu sois quelqu'un, un chercheur, c'est un chercheur. Un chercheur, quelqu'un qui cherche de nouveaux chemins, ne va pas aller prendre le goudron. Il faut bien qu'il rentre un peu dans l'herbe pour fouiller, pour créer quel chemin. Peut-être même il trouve un meilleur chemin que le chemin du goudron. C'est ce qu'on dit, il faut sortir des sentiers battus. Ouais. Monsieur Kodio, est-ce que vous avez le sentiment souvent d'être incompris? Ou bien est-ce que... Non, oui. Moi, je vous l'ai dit parfois, moi je voulais plutôt dire que parfois l'artiste est trop compliqué, pour ça qu'on le met même en prison. Parce qu'il y en a j'ai un ami Kenya, Michael Soy, qu'on a emprisonné parce qu'il a fait une peinture, et on a tellement compris la peinture qu'on l'a emprisonné. Donc ça peut arriver. Parce que ça m'est arrivé même à Ouaga ici. Ah bon? J'avais exposé un Cécile Goethe. Ok. Ici à Ouaga. Le thème est quoi? Chemin des îles et puis la cloche de la paix. D'accord. Bon, quand ils ont fait les publicités, l'autorité est venue. C'est vous les peintres? J'ai dit oui, avec un pont rouge. Oui. Chemin des îles, la cloche de la paix. Ils m'ont posé la question. J'ai dit non, on peut exilier à tout moment. Et ça dépend de ce que vous faites. Donc, quand j'avais fait le truc, la cloche de la paix, après tout, quand tu pars en exil, tu peux retrouver la paix. Et c'est la cloche de la paix. Maintenant, quand ça se fait clic, tu vas réfléchir, penser ce que tu as fait, et tu es en exil. Il ne faut pas répéter la même chose. D'accord. C'est tout. Donc on peut penser être dans l'abstrait, mais comme en face, on est bien parce reçu. que quand j'avais fait mes toiles, à l'époque, j'ai vu les maisons qui sont brûlées à cause de tout ça. Et bon, ça n'a pas duré. Et c'est arrivé aussi. Voilà, donc je dis... l'artiste aussi, c'est comme un marabout aussi. Un peu de prémonition, quand même. Oui, il peut voir quelque chose tout de suite, 2 ans après, 4 ans après, il peut faire une exposition, et voilà, ça peut produire quelque chose après. C'est vrai que souvent, on voit qu'il y a des événements qui se passent et qui avaient été écrits auparavant, ou qui avaient été manifestés à travers des peintures et autres, et ensuite, les artistes ont un peu ce pouvoir de prémonition à quelque part. C'est ça. Il faut dire comme l'artiste, c'est un être social également, il fait partie du corps social, il vit avec la société, il partage les émotions, il partage les peines de la société, et donc il les rend dans son œuvre. Et généralement, c'est par anticipation. Il peint des choses qu'il les doute ou qu'il ne voudrait pas voir arriver. Et c'est pour ça que c'est intéressant quand on invite le public, quand on invite
tout le monde est les autorités à nos expositions. Pas, parce que les gens pensent que l'art, c'est fait pour décorer les appartements. Ce n'est pas cela la fonction essentielle de l'art. L'art est aussi fait pour interpeller les consciences, pour agir sur la marche de la société. Si vous êtes assis dans vos salons, attendant que l'art vienne vous rejoindre là-bas, alors que l'art peut se passer dans la rue, prendre le discours de la rue et le montrer au public. Alors que vous, décideurs, vous êtes assis dans vos salons attendant qu'on vienne décorer un appartement. En fait, l'art est en train de travailler dans les consciences, dans l'imaginaire du public. Et vous êtes parfois dépassé quand les événements vont arriver. D'accord. C'est pour ça que l'art n'est pas toujours anodin, ça peut être subversif. Ça, on en est conscient. C'est pour ça qu'il faut avoir toujours cette envie d'aller voir les expositions, voir, écouter ce que les artistes disent. Parce que ce n'est pas que des fleurs qu'on dessine, on dessine aussi de la peine, on dessine de la souffrance. Voilà, moi, j'ai un bon exemple. Pour ce genre de thème, ça, c'est très bien dit. Parce que c'est exactement... Avant l'insurrection, en fait, c'est ce que Christophe a dit. En fait, tu peux te projeter dans l'avenir. Tu peux te dire, et si ça, là, ça arrivait? Et tu t'imbibes de ça en peignant. Donc, c'est ce qui sort. Donc, moi, j'ai eu à faire des foules pas possibles. Du monde dans la poussière, avec les têtes en l'air, avec les cheveux en l'air, juste avant l'insurrection. Et je me suis rendu compte que je peignais, en fait, l'insurrection à ce temps. Eh bien. Des cheveux en l'air. Bon, sur mon Instagram, il y en a, sur le Facebook, il y en a. D'accord, ok. Oui, on peut partager ça. Oui, pour la peinture, d'abord, c'est ce que lui, mon frère vient de dire tout de suite, là, que c'est une aspiration qu'on ne peut pas contrôler. Ouais. Quand tu te fermes, et puis, l'artiste n'aime pas le bruit. Okay. Un vrai artiste doit rester dans un coin calme. Et quand tu sors, c'est pour voir la nature, rien que la nature. Moi, je fonctionne beaucoup avec la nature. Bon, j'aime la verdure, c'est ça qui m'inspire, et puis les cris des oiseaux. Bon, des fois, je sors de chez moi, je reste dans la brousse, j'attends. Mais quand je rentre, c'est pour travailler. D'accord. Okay. Donc, ce qui peut passer aussi, moi, ma peinture, c'est quoi? Ça dit toujours quelque chose. Okay. Et un ministre de la place de l'époque m'avait dit, Julien Kodjo, je vais te donner, je vais t'écrire ma vie. Je veux que tu reproduises ça dans la peinture pour moi. J'ai fait 2 tableaux pour ce ministre. Si vous voulez, je ne peux pas dire son nom, mais s'il nous suit, oui. Mais quand je l'ai dit, quand je vois déjà le départ, je vois aussi tout de suite l'arrivée. Oui. Voilà, quand je mets maintenant l'arrivée, il me dit, mais comment tu sais que ça va arriver comme ça? Je dis non, ça peut arriver. Le départ déjà, je vois ce qui t'attend devant. Eh bien, bon, oui, ok. Je lui ai offert les 2 tableaux et il a mis dans son bureau au ministère. Et ça, c'est arrivé maintenant. Il fait longtemps que je suis parti le voir à la maison. Mais toi, tu es un sorcier. Et toi, tu es un sorcier. Ça, c'est légèrement relatif. Parce que dire qu'un artiste n'aime pas le bruit, bon, ça dépend. C'est comme tu prépares du manger. Il y en a qui trouvent qu'il n'y a pas de sel. Il a besoin de plus de sel. Par exemple, moi, j'aime beaucoup le bruit quand je peins. Parce que j'ai grandi tout seul dans la nature, juste avec les animaux. Donc, le bruit, c'est un accompagnant. Tu vois? Ça diminue un peu la solitude. Qui te permet voilà, c'est comme si un musicien qui n'a pas de spectateurs. Si tu as des spectateurs, le bruit, c'est un spectateur. Oui, ça te donne plus d'énergie pour... Mais bon, il y en a aussi qui n'aiment pas, en fait. Ils ont déjà l'énergie. Mais bien sûr, on est tous différents, oui. Je vais prendre l'exemple de ce peintre assez extraordinaire, je l'adore, c'est un peintre pas très médiatisé ici, Eugène Bavkar. Eugène Bavkar, c'est un peintre aveugle, sourd-muet, qui travaille, mais c'est vraiment dans la percussion des instruments qui entourent et qui rythment la scène dans laquelle ils font tout. C'est une équipe, ils travaillent avec une équipe, Eugène Bavkar. Mais c'est aussi ça, c'est le sens, c'est le toucher, c'est un peu une peinture d'essence. C'est pas vraiment pour les regards forcément, mais c'est comment est-ce que le corps réagit
à la matière, etc. Comment nous, l'environnement dans lequel nous nous trouvons, imprègne notre rapport au monde et la façon dont on peut l'exprimer. C'est assez intéressant, mais c'est aussi une façon de relater son moi, son existence. Il ne peut pas l'exprimer autrement. Et donc, voilà, c'est assez... moi, j'adore beaucoup ce qu'il fait. Et en même temps, c'est un photographe. C'est assez bizarre. Il ne voit pas, il fait des photos. Un photographe. Wow. Il a une équipe autour, c'est vrai. Bien Mais, sûr, donc, c'est comme ça. Eugène Bavka. Alors, il nous reste 5 minutes d'émission. Moi, j'ai envie de savoir qui sont les consommateurs de votre art. Parce qu'il nous a dit tantôt à combien il a vendu une toile. Vous également, on a eu à peu près un aperçu. C'est vrai qu'avec Christophe, on n'a pas parlé chiffres. Mais ça veut dire qu'il y a de la consommation derrière. Qui sont les consommateurs? Christophe? Non, allez-y. Mais moi, c'est plutôt, je ne sais pas, pour moi, c'est plutôt soit les Américains, les Européens. Mais bon, je pense que ici aussi, on peut faire consommer ça. D'accord. Et on est là-dessus à 100%. C'est juste éduquer les gens. C'est une éducation à faire. C'est une éducation à faire. Et même les côtés design et tout, maintenant, les gens commencent à consommer. Et quand on veut bien voir, pourquoi aller payer un canapé qui vient de la Chine, qui ne va pas même te taper pendant 6 mois, pendant qu'on peut faire ça mieux ici, plus durable et plus adapté à nos réalités, quoi. Exactement. Oui, donc... Kodio, vous avez envie d'acheter quelque chose? Oui, pour moi, c'est Awaga ici. D'accord. Si j'envoie mes œuvres en Europe, c'est des galeries qui me demandent. Mais je vois qu'ici au Burkina, maintenant ça vient. D'accord. Ça vient parce que moi, je gagne toujours ici, à Ouagadougou. Super. Donc il y a des gens, mes frères aussi qui ont parti, bon, en général les Burkinabés, qui ont fait un peu l'Europe, qui sont de retour, qui ont vu comment l'Europe, les gens décorent leur maison. Moi, je traite beaucoup avec eux. D'accord. Et je suis permanent aussi dans un hôtel de la place où les expatriés, les blancs, je suis dans 4 hôtels et où j'expose permanemment. D'accord. Donc ce qui fait que tout ce qui vient, il vient payer, même que ce soit les grossistes, je reçois les commandes à l'hôtel et je n'ai jamais été en Europe, moi. D'accord. Donc mes œuvres s'en vont partout. Les œuvres partent, mais moi, je suis mais l'artiste est là. L'artiste est là. Ok. Que ce soit en Chine et que ce soit partout. Mais ma chance, c'est que la CIAO 2006, j'ai fait des affaires vraiment avec les Chinois. 2016 et 2016. Au CIAO, j'ai vu un groupe de Chinois. Il y a 2 qui sont venus d'abord. Ils me disent, ils parlaient leur langue. Moi, je n'ai rien compris. Ils sont partis. Maintenant, c'est un gros groupe de Chinois qui sont venus vers moi à l'occasion de CIAO. Et il y a un qu'ils ont pris comme interprète, lui aussi, les Chinois, mais il parle le français. Mais il me fait dire que non, que moi je travaille comme un grand peintre chinois. De façon, je travaille. On voit le vieux là et moi là, c'est presque la même chose. D'accord. J'ai dit non, c'est quoi? Et j'ai fait affaire, de vraies affaires avec les Chinois. Ok, waouh. Et ils sont partis avec mes œuvres. Super. Ils m'ont pris ma photo, ils m'ont appelé dehors, j'ai fait photo avec tous ces Chinois, un groupe de Chinois aussi en nombre de 23. Et moi, je dis que moi aussi, je suis dans la fourchette de ce vieux quand même. Absolument. D'accord. Christophe? Voilà, je vous l'ai dit, on a une variété de consommateurs pour ce que nous faisons. Il y a les acheteurs traditionnels qu'on connaît beaucoup plus, les Occidentaux, et de plus en plus, on a des consommateurs locaux. Il y a une classe moyenne qui commence à s'intéresser à ce que nous faisons. Mais aussi, j'en parlais avec mes collègues tout à l'heure, aux ateliers Manéré où nous travaillons, quand un artiste arrive, il expose, nous lui demandons de faire un atelier avec les élèves des écoles qui sont autour, aux alentours. Donc les ateliers Manéré se situent à Tanguin et les écoles, il y a au moins 3 écoles primaires autour et puis il y a 2 universités qui sont et ils ont l'occasion de contacter. Donc on les invite à participer. Et par exemple, on a fait une exposition de photos. Et l'exposition de photos, ça a été l'occasion d'inviter des élèves à demander à leurs parents s'ils ont des smartphones et d'apporter ces appareils-là. Et le photographe en question, Vivien Nomwende Sawadogo, Vivien a appris comment prendre des photos, faire des photos avec des smartphones. Et
à ces enfants-là. Et donc, maintenant, ça a changé un peu leur regard. Sous quel angle on peut prendre des photos, quel cadrage réaliser, etc. Quel sujet aborder. Et ils sont allés chez eux en famille pour faire des photos de leurs frères, de leurs parents. Oui. Et donc, c'est comme ça. Et on a fait une exposition. Et de plus en plus, on a des parents d'élèves qui viennent aux expositions quand on organise. Ils n'achètent pas, mais c'est des consommateurs. Mais bien sûr, absolument. C'est des consommateurs. Alors, me fait signe qu'on a terminé le temps qui nous était imparti. Oui, donc, très rapidement, on va prendre des contacts pour ceux qui veulent vous voir. Moi, je vais essayer de donner mon contact. Et puis, en même temps, je profite pour inviter les mamans qui veulent que leurs enfants fassent le camp de vacances en peinture. Oui. Je suis là pour encadrer les élèves en peinture. Comment on vous contacte? Mon contact, c'est 78 80 14 94. D'accord. Et mon deuxième numéro, c'est 63 59 02 92. D'accord. Pour les jeunes d'aujourd'hui, je vous attends pour le camp de vacances de peinture et dessin. Moi, c'est 57 08 07 31 ou sur Facebook, Instagram, Kader Boli. Kader Boli, d'accord. 78 52 15 15. D'accord. Les ateliers Manera. Atelier Manera Tanguay. Voilà. D'accord, ok. Merci beaucoup, M. Kodjo, pour cette peinture. Merci, Kader, pour ce que tu nous as apporté. Merci beaucoup à Christophe pour le temps accordé. Et on aura l'occasion également peut-être de faire de l'expo ici. On va peut-être se transformer en galerie. C'est aux hommes. Merci beaucoup. Chers amis, on espère que vous aurez un peu appris plus sur l'univers de la peinture et que vous allez désormais faire partie des consommateurs. On se dit à demain avec un autre sujet, d'autres invités. Prenez grand soin de vous et n'oubliez pas, l'art nous parle. N'hésitez pas à consommer à outrance s'il le faut. À demain, au revoir.